Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal Direction Présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le Grand Lac. Les deux personnalités ont parlé de la consolidation de la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac et dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails de ce reportage de Willy Atolakov. Le président de la République, chef de l'État, a ouvert ce mercredi 19 février 2020 au Pullman Hotel la première édition de l'IDRC 2020. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'agit de l'établissement du premier réseau en Afrique avec ses 53 sites disséminés à travers les territoires nationaux. Il a personnellement, malgré suffisance des infrastructures et le coût d'accès le plus élevé du continent, tout en saluant l'initiative prise par le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, et en l'invitant à garder le cap avec les investisseurs du secteur du numérique. On nous invite donc à réfléchir ensemble de manière active sur les mécanismes pour la mise en place d'un développement porteur de croissance. La cérémonie de ce jour constitue donc une opportunité de réfléchir sur les actions de la mise en œuvre de ce plan. L'année 2020, souvenez-vous, étant une année de l'action. Ainsi, je déclare ouverte la première édition de IDRC 2020 sur le thème « Investir dans le numérique en République démocratique du Congo ». Je vous remercie. Mais auparavant, le directeur général de African Union Development a étalé la stratégie devant être mise en application par la RDC en vue d'assurer la couverture numérique en termes d'élargissement de son réseau à l'instar d'autres pays africains. Saisissant la balle au bon, le ministre de Pétentique a présenté la cartographie de la RDC en matière de numérisation. Son ambition est de faire du numérique congolais un outil de bonne gouvernance. Sur base de la fibre optique, assurer l'interconnexion et renforcer les capacités. Cela permettra, a dit Augustin Kibasa Maliba, d'élever les taux de pénétration qui étaient au plus bas niveau. Avec ces actions bien définies, aussi bien fiables en infrastructure nationale qu'efficientes en informatisation, 350 bureaux de poste peuvent être réhabilités, équipés et modernisés. La logistique d'appoint redynamisée, les banques postales créées et les services fournis par la fonction publique dématérialisés. L'objectif final est d'innover en vue de faciliter l'outil informatique aux populations rurales et semi-urbaines, promouvoir la culture du numérique à la jeunesse, découvrir les compétences du secteur numérique et stimuler la création, a conclu le ministre Augustin Kibasa Maliba. En marge de la Journée internationale de la femme, l'Institut supérieur des techniques appliquées a organisé une conférence sous le thème « Promouvoir le leadership féminin dans l'ingénierie pour un développement durable ». La tenue de cette conférence coïncide avec la commémoration de la Journée internationale de la femme et de la fille de sciences célébrée le 11 février de chaque année. Suivez. Casser les préjugés qui entourent le mythe. La femme est autant capable d'embrasser les filières purement techniques au même titre que l'homme. La journée dédiée aux femmes et jeunes filles a remonté en surface les prouesses de la jeune femme en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. L'Institut supérieur des techniques appliquées peut se prévaloir d'avoir produit plusieurs ingénieurs femmes dans les domaines aussi complexes que rares et créateurs d'emplois. Avec les nouvelles technologies, nous vous proposons un lavabo intelligent qui va nous éviter tout contact corporel pour éviter de développer les maladies des mains sales. Nous devons d'abord appliquer les savons sur les mains et puis nous posons juste nos mains là et vous voyez qu'il y a l'eau qui coule. Une fois que vous avez lavé les mains, vous venez juste là, vous posez les mains et ça va sécher.
Des démonstrations suivies avec attention par la présidente de la fondation, Denise Nyakero Tshisekedi. Au cours de cette journée scientifique, Denise Nyakero Tshisekedi, qui a dans sa vision l'éducation des jeunes et celle de la jeune fille, a exhorté les filles à choisir les thèmes qui sont devenus incontournables dans le développement des pays. Jeune enfant à qui l'on dit, tu ne seras pas pilote. Je viens de dire, ce n'est pas impossible. J'en connais une, elle s'appelle Guéraya. Tu ne seras pas mathématicienne, je lui dis c'est faux. Raïssa Malou a pu réussir dans ce domaine. Tu ne vas pas être ingénieur. Adam Boulé, chef de travaux, a réalisé toutes ses études à l'ISTA et y enseigne aujourd'hui le cours d'électronique. Je profite aussi de cette occasion, en fait, de m'exprimer devant vous pour encourager les jeunes filles à embrasser une filière STEM sans hésiter et à compléter le cycle en son entier. Le directeur général de l'ISTA, de la fondation Denis, pour enregistrer encore plus de jeunes intéressés par les sciences. Je pense que le passage de la première dame nous interpelle. Et c'est ainsi que le comité de gestion a réfléchi, a pensé, voir comment chaque année octroyer un certain nombre de bourses aux filles pour qu'elles puissent embrasser des filières rares comme l'aviation civile, mécanique de l'aviation, météorologie, génie biomédical. Dans un monde qui bouge, les sciences, technologies, l'ingénierie et mathématiques, moteur de développement, offrent à la jeune fille une opportunité de faire valoir ses potentiels. Le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Jono Makelele, a accordé une audience ce mercredi à la délégation des investisseurs internationaux venus lui faire part de plusieurs projets d'investissement en République démocratique du Congo. Suivez. Cette délégation d'entreprise Trident International Trade veut implanter sa firme en République démocratique du Congo. Un véritable investissement qui devra s'étendre sur plusieurs domaines, notamment dans la téléphonie mobile. Déjà forts de leur expérience en Asie, ces responsables de Trident International Trade ont ainsi pris le soin d'en discuter ouvertement avec le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino, dit ou en pouvait s'inquiéter. On compte investir au pays, au Congo, et rester ici sur le long terme, sur différents projets. On a étudié le pays au préalable avant de venir ici et on a jaugé aussi un peu le pays. On vient ici parce que le pays maintenant offre des opportunités pour les investisseurs et parce que le pays est stable et parce que nous on veut surfer sur cette vague et aller accompagner le Congo aussi dans sa croissance. On a une marque de téléphone que nous allons implanter ici même au Congo. Donc pour ne pas trop en parler parce que c'est encore effectif forcément. Nous sommes également dans les produits laitiers. Nous sommes dans un secteur d'activité avec une marque de téléphone qui est nouvelle, qui sillonne en Chine, qui a donc une grande part de marché là-bas. On a fait une démonstration tout à l'heure justement, c'est un excellent. À 100% à nos produits. On a vraiment la volonté d'investir et de profiter de la croissance du pays tout en apportant notre savoir-faire. De son côté, le patron du ministère de la Communication et des Médias a insisté sur la priorité aux intérêts du prioritaire cadrant avec la vision de l'émergence de la République démocratique du Congo. Autre option à privilégier, c'est l'intérêt de la population locale et sa main-d'œuvre. L'honorable Colette Chomba, élu de la FUNA, a contribué au développement de ces districts de la province de Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'elle a procédé ce mercredi à la remise du bâtiment réhabilité de l'école Ango Ango. Suivez. Les élèves de l'Institut Ango Ango dans la commune de Bandalungwa vont bénéficier d'un nouveau bâtiment comprenant une salle de classe, une salle de professeurs et une bibliothèque. Cette œuvre rendue possible grâce à l'honorable Colette Chomba Tundu soulage un tant soit peu les contraintes des bénéficiaires, comme le souligne le préfet de cette école. La transformation du mythe à la réalité, la construction pierre sur pierre, brique sur brique de cette bâtisse devant vous, élevée en matériaux viables et durables. S'inscrivant dans la logique de la promotion de l'éducation et sa gratuité, pour son niveau basique, l'honorable Colette Chomba a porté sa pierre à l'édifice. Vous êtes ici pour devenir le futur leader de notre République. Mais si vous voulez le devenir, il faut que vous preniez conscience de ce que vous êtes venu faire ici, à l'école. C'est-à-dire apprendre, acquérir de nouvelles connaissances. Vous comprenez qu'au-delà d'une salle de classe,
une salle de professeurs, j'ai pensé doter cet institut d'une bibliothèque. Une bibliothèque non seulement pour Ango, mais pour tous les jeunes de Bandalungwa. Des scénettes ont été jouées par les élèves et les clés remises au bourgmestre de la commune en présence de la hiérarchie de la communauté baptiste au Congo. L'épouse du président honoraire Joseph Kabila est allée réconforter l'ambassadeur Théodore Mugalou, frappé par la disparition de sa fille Victoire Mugalou. Ensuite, Olive Lembe Kabila s'est rendu à la résidence de l'artiste comédien Dadi Dikambala, décédé des suites d'une maladie. Anita Lomba. Crème politique, membres de famille, cadres des partis politiques, amis et connaissances se sont réunis autour du pasteur Théodore Mugalou, frappé par la mort de sa fille, Victoire Ntumba Mugalou. Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange, a effectué le déplacement de sa funéraire pour consoler la famille éplorée. Au nom du couple Kabila, Olive Lembe va déposer une gerbe de fleurs pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Olive Lembe Kabila va accompagner la famille jusqu'au cimetière nécropole entre terre et ciel, où reposera à jamais Victoire Ntumba, qui laisse derrière elle un veuf et 3 orphelins. Juste après, l'épouse de Joseph Kabila s'est rendue au domicile de l'artiste comédien Dadi Dikambala, décédé de suite d'une maladie. Marie-Olive Lembe prend des heures pour la fortifier. Marie-Olive Lembe Kabila n'y est pas allée les mains vides. Dans sa gibecière, un lot important de vivres et non-vivres, ce qui va permettre à la famille Dikambala de partager un repas avec tous ceux qui viennent les assister. Fais le bien et passe ton chemin, a martelé l'épouse de Joseph Kabila Kabange, qui a salué l'action posée par la première dame Denise Nyagero, qui a pris en charge les obsèques de l'artiste. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre la main sur plus de 100 malfrats, dont 31 bandits à main armée, auteurs de plusieurs meurtres et 70 inciviques dits Kuluna. Ils étaient présentés au public par le général Silvano Kassongo hier au quartier général de la police. Le détail dans ce reportage de Mami Kadima. 31 bandits répartis en 11 bandes, auteurs de plusieurs meurtres perpétrés à travers la ville, sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Paisibles civils, militaires et policiers sont tués soit par les armes de guerre, soit par les armes de chasse, les armes blanches ou encore par étranglement. Leur seul péché, c'est de vouloir vivre et vivre en paix. Parmi les donneurs de la mort, vol et extorsion, on retrouve les agents de l'ordre, ceux-là même qui sont censés sécuriser la population et leurs biens. Il y a aussi 70 inciviques dits Kuluna qui écument les habitants de la Tchangou et du Moamba et aussi été présentés au public dans le lot. Une dame habitant la commune de Lemba venant de l'Afrique du Sud qui a choisi les vols comme profession. Tous ces hors-la-loi vont subir la rigueur de la loi. La situation de Mangafoula a été décriée depuis longtemps. Nous avons fait des bouclages. À l'époque, on avait arrêté quelques armes. Nous avons continué à investiguer. Au jour d'aujourd'hui, on vous a présenté les criminels avec des armes et une arme récupérée entre leurs mains. L'arme appartenait à un policier qui a été tué dernièrement. La bande était composée de plus de 8 personnes. On est en train de rechercher les autres. Nous continuerons à travailler. C'est ce qui est accalmie totale à Mangafoula. En ce jour à Idiofa, dans les Kulu, Monseigneur Congo, archevêque métropolitain de Kinshasa, va assister aux assises de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa. Il a été accueilli dans cette partie du pays par les Kizito et a été accompagné de plusieurs fidèles membres de l'Église catholique suédoise. Placé sous le haut patronage de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, le diocèse d'Idiofa avec à sa tête Monseigneur José Moko Ekanga organise du 18 au 21 février 2020 les assises de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa
Congo central et Grand Bandundu dans son ensemble. 10 évêques de toutes ces provinces énumérées y prennent part. Le fidèle catholique a fait un déplacement à pied jusqu'à la barrière de Moussanga pour réserver un accueil chaleureux au cardinal Fridolin Ambongo Besungu qui foule pour la première fois ses pieds les sols du Diofa. La caravane motorisée sous la bonne escorte de Monseigneur José Moko, le prêtre et religieuse, les fidèles catholiques ainsi que les groupes apostoliques de la cité du Diofa ont, dans une ambiance de grands jours de fête, accompagné son éminence Fridolin Ambongo jusqu'à la paroisse bienheureuse de Manding avant de chuter à la cathédrale Saint-Kizito du Diofa où il a béni les fidèles. Nous sommes ici pour tenir la réunion annuelle de cette assemblée épiscopale qui coïncide avec la célébration du 50aire de la présence de sœurs Mario Kwango à Idiofa. Nous allons étudier toutes les questions liées au grand séminaire, la formation des futurs prêtres. Nous allons étudier la situation de la vie consacrée dans la province. Nous allons étudier la question de l'éducation, particulièrement les conséquences de la gratuité de l'enseignement, l'enseignement des bases. Je suis très ému, je crois que ça a été un accueil plutôt enthousiaste du peuple de Dieu, la joie du peuple de Dieu d'accueillir son pasteur et en même temps la joie du pasteur de voir son peuple. La République démocratique du Congo pour un climat des affaires assaini en faveur des investissements durables autour des thèmes que le gouvernement Tanga va organiser du 24 au 26 février prochain les assises sur le climat des affaires. Suivez. Ce qu'on doit retenir, c'est que je suis venu nous faire une l'annonce de la tenue des assises provinciales sur l'action du climat des affaires qui a pour thème la RDC pour un climat des affaires assaini en faveur des investissements durables en province. Et nous le tiendrons ici à Lubumbashi du 24 au 26 à l'hôtel Pullman de Grand Caravia. Et ces assises attendent environ 400 participants. Nous prions et nous pensons que nous allons les avoir. Et ces assises sont passées sous le parrainage de son Excellence Madame la Vice-Premier ministre qui va arriver ce dimanche avec d'autres membres du gouvernement. Pourquoi nous venons le tenir ici? C'est parce que nous voulons quand même avoir... d'abord la ville, province de Lubumbashi est une ville, allez, je peux dire mythique, parce qu'en fait c'est le Grand Katanga qui est là. Et puis vous avez un gouverneur qui est proche des administrés, qui est proche des opérateurs économiques, et ensuite le choix a été dévolu sur lui à l'unanimité pour que nous puissions arriver ici. Maintenant, pourquoi on le fait ici? C'est parce que nous devons avoir avec nous les opérateurs économiques qui échangent avec le pouvoir public, qui vont échanger sur la question du climat des affaires. Nous nous rendons compte qu'il y a toujours ce qu'on appelle une disparité avec les provinces sur la question du climat des affaires. Lorsqu'il s'agit des réformes, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de ces réformes, lorsqu'il s'agit des initiatives de ces réformes. Maintenant, nous espérons que ce ne sera pas un forum de trop, parce qu'en fait il y a tellement de forums qui se font. Nous allons aller dans l'engagement un peu plus pour que ce forum puisse porter des fruits. Le développement de la province du Sud Kivu et le bien-être de la population au centre des échanges entre le gouverneur du Sud Kivu et les élus de cette partie du pays. En vacances parlementaires à Bukavu, le caucus des députés nationaux du Sud Kivu a été reçu à Yefou par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngobidi Kassi. Les questions liées à la sécurité, à la paix et au développement de la province ont été au centre des échanges entre les deux parties. Selon le président du caucus des députés nationaux du Sud Kivu, l'honorable Martin Bitidjoula, les choses bougent dans le sens positif au Sud Kivu sous le leadership du gouverneur Théo Ngobidi Kassi. Nous serons de cette audience satisfaits. Nous sommes de Bukavu tous, nous avons vécu ici. Quand même, il faut dire la vérité, qu'on voit quelque chose qui change. Donc moi, comme président du caucus, au nom de tous mes collègues députés nationaux qui sont avec nous ici, nous félicitons le gouverneur. Il nous avait promis notre soutien ici, sur place, comme à Kinshasa. Donc on va continuer à l'aider pour faire le lobbying, de sorte qu'il puisse avoir les moyens pour continuer à bien faire ce travail qu'il fait au niveau de la province. Pour accompagner les efforts fournis par l'exécutif provincial, les élus du Sud Kivu se doivent de mener un plaidoyer au niveau national. C'est la demande que le gouverneur de province a faite à cette délégation du caucus des députés nationaux. J'ai demandé le plaidoyer et le soutien des élus au niveau national pour qu'ils plaident afin que les sites Kivu soient appelés.
appuyer dans les domaines d'infrastructure. Nous avons aussi aujourd'hui les routes emblématiques comme la route de Chabunda, coupée. Il faut que les routes soient réhabilitées et malheureusement au niveau provincial, malgré notre bonne volonté, on n'a pas assez de moyens. Et j'ai reçu le soutien des députés provinciaux qui vont s'approprier, qui vont prendre ces problèmes et l'amener au niveau national. Pour le gouverneur Théo Kassi, les questions qui concernent le Sud Kivu doivent être mises au premier plan, quelles que soient les couleurs politiques des uns et des autres, car la province est notre patrimoine commun. Fin de citation. Il a émis le vœu de voir se tenir régulièrement ce genre de rencontres entre l'exécutif provincial et les députés nationaux en vacances au Sud Kivu. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, la direction éducationnelle de la province de Bazouélé s'est réjouie de l'effectivité de cette gratuité dans l'ensemble de sa province. Suivez. Contacté par la RTNC, le directeur provincial des services de contrôle et de paye des enseignants, Sekop Bazouélé, déclare que la majorité des enseignants autrefois non payés et nouvelles unités ont été payés durant le mois de janvier. Adjouba rassure par la même occasion que les cas litigés non répertoriés dans le paye des mois de janvier seront payés dans les mois qui suivent, car répertoriés lors de l'atelier d'identification qu'a vécu dans le chef-lieu de la province du Bazouélé au début du mois de février. Toutefois, malgré cet effort du gouvernement de la République, certaines autorités scolaires ne fournissent aucun effort sur l'hygiène scolaire. Les élèves de l'école primaire suivent leurs leçons à même le sol, alors que la province compte le bois pour la fabrication de pupitres et l'existence d'une section de menuiserie au sein de ces écoles. Nos reporters sur le terrain ont observé en outre la négligence du bâtiment scolaire construit depuis l'époque coloniale, des toitures importées, des portes et fenêtres enlevées par les civiques qui des fois utiliseraient même les bancs pour en faire de bois de chauffe. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, a échangé tour à tour avec le responsable et la délégation du FAO et l'UNESCO sur les différents projets de développement. Les infrastructures socio-économiques de base ont pris une part belle, nous dit Rodépanda. La chère UNESCO ne s'arrête pas seulement à l'éducation. Elle a des projets de développement pour donner de l'eau potable aux Congolais habitant les villages. Avec un dispositif de matériel, on peut facilement alimenter la population congolaise en eau potable. La délégation de l'UNESCO, conduite par le professeur Moussema, reconnaît le rôle du ministère du Développement rural pour développer ce secteur. Ils en ont fait part au ministre Guy Mikulu. Le patron du développement rural a rassuré la délégation de l'UNESCO de la disponibilité du gouvernement congolais à travers son portefeuille de travailler avec tous les partenaires pourvu que les choses se concrétisent avec promptitude. Notre projet de chaire UNESCO consacré sur l'économie symbiotique, l'eau et l'autonomisation énergétique. En fait, c'est un projet à portée internationale parce qu'il regroupe une vingtaine de pays. Ce qu'on a proposé ici, c'est un modèle de développement durable et ce modèle est bâti sur 4 piliers, donc l'eau, l'énergie douce, l'industrie durable et aussi le capital humain. La conférence internationale sur le développement Afrique, qui se tiendra au mois de mars prochain au Zimbabwe, exige que la RDC soit présente pour y présenter ses besoins et faire entendre sa voix. Le FAO qui organise ces assises en a parlé avec le ministre du Développement rural. Alors, cette conférence est très importante pour tous les pays membres, surtout la région Afrique. C'est au cours de cette conférence que nous allons décliner les priorités du continent dans les domaines de compétences de la FAO, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, la lutte contre la faim et le développement rural. Et qu'il est cordialement invité à participer à cette conférence. L'agriculture, pêche, élevage, environnement, recherche scientifique, des ministères de collaboration, tous concourent au bien du développement du monde rural, d'où le choix du ministère du Développement rural pour représenter la RDC à cette rencontre africaine. La lutte contre l'insalubrité est une question d'actualité dans la ville-province de Kinshasa. Les écologistes de la République démocratique du Congo ont été sensibilisés sur la protection de l'environnement. Les détails avec Lucie Lavi-Kizena.
La ville de Kinshasa, comme plusieurs villes congolaises, est souvent secouée par les effets du changement climatique. Ajoutez à cela le grand problème d'insalubrité. Green Forum, une organisation écologiste suédoise, décide de venir à la rescousse de la RDC pour un début de solution. Premier contact, les écologistes de la RDC, dont le député national Didas Pembe, de l'Alliance des écologistes congolais, le Vert, qui s'active dans ce domaine et a déjà fait des preuves, notamment avec son programme de désachétisation de la ville de Kinshasa. Étant donné l'envergure des projets que l'on voulait mener, la jeunesse, les femmes et l'émergence d'un vrai discours écologique africain qui viendrait du terrain, l'AECO et le Congo représentaient le partenaire le plus prometteur. Plusieurs projets seront financés dans ce cadre pour le bien de la population. Cette personnalité est venue nous rendre visite pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir collaborer ensemble pour l'émergence de l'écologie ici en RDC, qui pourrait être un point de départ pour la conscientisation du respect de l'environnement, du respect de l'écologie, et aussi qui va engranger aussi certains mécanismes pour que nous puissions sauver cette planète. Green Forum a déjà accepté de financer 2 de nos projets au niveau de l'assainissement et un autre au niveau de la jeunesse. Un nouvel appareil pour la réparation et les traitements du tube digestif ou intestin perforé. C'est une invention d'un compatriote congolais, médecin à l'hôpital de Lille en France, nous dit Rodé Panda. La fuite de cerveau, décriée autrefois, aujourd'hui, est là, une autre façade. Les Congolais consensués se sont formés dans les grandes écoles du monde. Ces intelligences sont maintenant à la disposition de la population congolaise. Le docteur Jean-Robert, l'inventeur, explique. En fait, c'est un appareil qui permet de faire de la réinstallation digestive. Il faut comprendre qu'un intestin grêle qui mesure 8 mètres a comme fonction de réaspirer tout ce que nous mangeons. Et tous les jours, il y a à peu près 8 litres, quand je pense à ce que nous mangeons et toutes les sécrétions annexes, il y a à peu près 8 litres que nous ingérons. Et alors, parfois, dans certaines pathologies, nous devons enlever un morceau d'intestin, qu'il est malade, parce que ça peut être un cancer ou une inflammation, et alors on coupe un morceau et on fait une suture entre l'amont et l'aval. Et dans certaines conditions que nous connaissons bien, en chirurgie, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on ne peut pas faire la suture, parce qu'on sait que la suture ne tiendra pas. Alors ces gens, on retire bien sûr le segment malade, et le segment d'amont, d'aval, on le met à la peau. Donc en attendant de meilleures conditions pour les réparer, c'est ce qu'on appelle des stomies. Et ces gens-là qui ont les 2 morceaux d'intestin à la peau peuvent perdre comme ça jusqu'à 8 litres par jour, qui sont compensés par une alimentation intraveineuse. La machine que nous avons mis au point, qui s'appelle l'EXCEP, c'est l'extracorporel entéral prothèse, permet de récupérer ce que les gens perdent par leur stomie pour le remettre dans le corps. Donc c'est comme un intestin artificiel extracorporel qui récupère tout ce que nous perdons comme sel par ces stomies pour le remettre dans l'organisme. Ainsi, le patient n'a pas besoin d'être alimenté par voie intraveineuse puisque finalement, il récupère tout ce qu'il perd. Il s'est de noter que cet appareil a des avantages exceptionnels. Il aide facilement à réparer la perforation intestinale due à la typhoïde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 20h avec Sandra Nyangui-Tabou pour la grande édition du soir. Dans notre temps, restez branchés sur le programme de la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Au revoir.